Voilà, alors on essaye de bien faire les choses aux bibliothèques idéales. Et donc on vous amène sur un plateau Emmanuel Todd, dont ce sera le seul déplacement et qui n'a pas pris la parole en public depuis le mois de janvier. Donc merci d'accueillir chaleureusement Emmanuel Todd. Bonjour à tous, merci de l'accueil, merci à Emmanuel Todd d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas d'actualité éditoriale particulière pour Emmanuel Todd, sauf la parution de ce petit livre qui s'appelle « Éloge de l'empirisme », qui est publié par les éditions du CNRS. Et c'est sur ce livre qu'on s'appuiera pour la petite heure qu'on va passer ensemble. Parce que ce livre diffère de ceux publiés jusqu'à présent par Emmanuel Todd, en ce sens que c'est un livre d'entretien avec une équipe d'historiens et de sociologues qui a eu lieu en juin 2019 à l'ENS Paris-Saclay et qui revient sur le parcours d'Emmanuel Todd depuis la fin des années 70 et sur sa méthode et sur son travail et sur ses chantiers et sur les difficultés et qu'il a rencontré et les choses qu'il a pu découvrir, sachant que Éloge de l'empirisme, comme le titre le dit très clairement, se veut un éloge aussi de l'inattendu. Les données sur lesquelles travaille le démographe existent. La méthode d'Emmanuel Todd, elle est connue maintenant, c'est un peu toujours la même chose, avec des résultats différents. Il y a des variables, il y a des constantes, il y a des taux de natalité, de mortalité, il y a des taux d'alphabétisation. Les analyser, les croiser et en tirer des analyses, c'est le travail d'Emmanuel Todd. La première question qui me vient à l'esprit, c'est que toutes ces données statistiques dont vous disposez, que vous compulsez et qui sont tout à fait mesurées et objectives, sur lesquelles vous appuyez, depuis 1978, ont fait leurs preuves, et pourtant on a l'impression qu'à chacune des parutions de vos essais, ça suscite toujours une forme de rejet, voire d'inquiétude, et notamment de la part d'un certain nombre de chercheurs en sciences sociales. Oui, je sais, c'est un peu mystérieux, mais finalement, je me suis habitué à vivre avec ça. Le premier livre que j'avais sorti qui prédisait les fondements du système soviétique, ça s'était plutôt bien passé. Hein. J'avais mis en évidence le taux de mortalité infantile russe, ukrainien, qui augmentait. Ça avait été bien pris, mais le livre avait été pris comme un pamphlet anticommuniste à une époque où l'anticommunisme était la valeur qui montait, si on peut dire. Bon, je pense qu'il a été bien pris pour de mauvaises raisons. Je me souviens, j'avais discuté des données avec Raymond Aron à l'époque, qui m'avait soutenu, mais qui ne croyait pas ce que je disais. En fait, il m'avait soutenu en tant qu'idéologue et pas en tant que chercheur. Je me vois dans son petit bureau, Boulevard Saint-Michel. Donc je suis particulièrement content qu'il ait eu tort sur ce sujet. Et donc voilà. Ensuite, quand j'ai sorti Les ennuis ont commencé, quand j'ai sorti le livre La troisième planète, structure familiale des systèmes idéologiques, dans lequel je mettais en évidence la coïncidence de type familiaux traditionnel et de grandes idéologies politiques modernes. C'est une constatation empirique. Enfin, j'avais vu se superposer la carte du communisme achevé et la carte de ce que j'appelle maintenant famille communautaire, mais qu'on appelait autrefois patriarcale ou joint family en Inde, ou des choses comme ça. Et c'était pour moi une constatation tout à fait empirique et en vérité indiscutable. Et donc j'étais pour la première fois, donc c'était, je ne sais plus, vers 82, 83, je ne me souviens plus très bien, confronté à une sorte de levée de bouclier, d'insultes, de gens qui même refusaient de regarder les données. Ça avait été ça le plus impressionnant. J'ai jamais été pris en faute sur des données fausses. En fait, si, j'ai été pris en faute par moi-même. C'est-à-dire que j'ai refait du travail d'analyse critique des données, modifié des choses qui, en général, d'ailleurs, affinent l'hypothèse et ne sont pas un problème. Mais ça a été bon. Et donc, ce qui m'était reproché, c'était d'insulter la liberté humaine en disant que les attitudes idéologiques pouvaient être déterminées
par des valeurs familiales latentes ou inconscientes. Mais ensuite, ça a continué comme ça. Enfin, je veux dire, et le dernier épisode de ce que j'appellerais de délégation, je ne sais pas si on dit délégation de réalité, délégation d'empirisme, qui a été presque aussi pénible que moi intellectuellement, mais pas tout à fait, parce que quand même le truc sur les structures familiales, c'était une belle découverte. Hein. Donc c'est vraiment bizarre. Et ben, c'était quand j'ai analysé les manifestations Je suis Charlie. Je ne suis pas en train de revenir dans la polémique du tout, ça n'a aucun rapport avec ce qui se dit actuellement. C'est juste là, j'en parle techniquement. Et en fait, j'étais parti d'un coefficient de corrélation, d'une analyse cartographique de données, et j'expliquais, je reprenais l'un des postulats de départ de la sociologie, à savoir qu'il existe des forces sociales inconscientes et dont les individus ne sont pas conscients, et qu'il existe autre chose dans la vie sociale que la conscience rationnelle pleine des acteurs. Mais ça, c'est Durkheim, c'est Max Weber, c'est tout ce qu'on veut, c'est super banal. Et donc, ayant vécu finalement la totalité de ma vie de chercheur dans une ambiance de refus de la réalité et de refus de l'idée de détermination des individus, détermination partielle, hein, pour certains domaines d'activité d'individus par des forces historiques, sociales, tout ce qu'on veut qui les dépassent, je pense que la conclusion, c'est qu'en fait, on vit une époque durant laquelle il existe une idéologie individualiste forcenée, c'est-à-dire qu'on doit affirmer la liberté de l'individu, absolument, c'est une obligation morale, et toute théorie qui évoque des déterminations de l'individu par tel ou tel autre truc est inacceptable. Moi, j'en suis là. Vous voyez ? Mais bon, c'est donc finalement, que dire d'autre ? Ça ne va pas empêcher de vivre. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, alors, d'une part, il y aurait ce socle d'analyse, ce socle de données qui pourrait apporter non seulement à l'anthropologie, mais surtout à l'histoire, aux historiens et aux sociologues un certain nombre d'avancées, en tout cas d'outils, pour mieux comprendre la structure sociale actuelle. Et puis, d'un autre côté, il y a le fait que, finalement, cette carrière qui a duré donc depuis la fin des années 70 avec la lutte finale jusqu'à où en sommes-nous, donc il y a 2 ans, la reconnaissance n'est pas venue de l'université, la reconnaissance est venue du public. Oui, ça c'est le... on pourrait dire que dans ma carrière, il y a eu une sorte de désillusion incroyable sur la capacité des chercheurs universitaires à s'intéresser à la réalité. Donc une sorte de... Voilà. Et puis d'un autre côté, cette chose magique d'arriver à exister parce qu'il y a des gens qui livrent des livres, parce qu'il y a des grands éditeurs qui vous soutiennent, et de découvrir. Peut-être finalement j'ai vécu un de ces trucs qui a été vécu dans d'autres époques de l'histoire de France, où la scolastique de la Sorbonne est morte, puis tout d'un coup on s'aperçoit que la vie intellectuelle se met à exister à l'extérieur. L'humanisme, c'était ça, et donc peut-être que j'ai... Mais c'est vrai que j'ai été... j'y pensais l'autre jour, je pensais toujours que j'étais sauvé par mes éditeurs, mais en fait, c'est pas vrai, j'étais sauvé par mes lecteurs. En fait, ma vraie reconnaissance doit aller aux gens qui m'ont lu. Alors, évidemment, pour moi, je vois comment le lien se fait. C'est-à-dire que si vous êtes un chercheur payé... pour faire des recherches qui ne doivent pas sortir de certains cadres, etc., vous pouvez vous raconter, moi je suis spécialisé de structure familiale, c'est le grand déterminant pour moi, vous pouvez faire comme si la famille n'existait pas. Hein, vous êtes dans votre bureau, vous avez votre ordinateur, ou pas d'ailleurs au début, il n'y en avait pas. Mais évidemment, si vous êtes un individu, un honnête homme cultivé, qui lit des livres parce que ça l'intéresse, et qui va les lire chez lui et pas pour son activité professionnelle. Et si vous êtes confronté à un chercheur qui vous dit « la famille, c'est très important », vous savez que la famille, c'est la moitié de votre vie
Et je veux dire, disons que le lecteur privé, honnête homme intéressé, n'a pas en lui la possibilité d'être schizophrène et de dénier l'existence de la moitié de sa vie. Vous voyez? Donc je pense que c'est ça qui m'a sauvé, c'est que ma variable est tellement forte en elle-même. On a tous tellement de parents, de frères, de sœurs, d'enfants qui nous ont fait chier que c'est juste pas possible de se raconter que la famille, c'est pas important dans la vie. Et... Ah, je vois bien. Vous voyez? Mais alors la tendance va passer. Mais je plains les types qui ont été ostracisés, qui avaient de moins bonnes variables. Hein. Le problème, c'est aussi celui de l'hyperspécialisation des universitaires, qui du coup ne sont plus en mesure de bâtir ce que vous avez fait, notamment avec l'origine des systèmes familiaux, où vous analysez pour toute l'Eurasie, donc vraiment au sens le plus large, les systèmes familiaux, où vous les comparez. Il n'y a pas cette hauteur de vue, enfin en tout cas elle est de moins en moins possible pour des gens qui sont passés au filtre de l'université, qui est entrée elle aussi dans un mode de gestion où il faut produire du contenu, mais sur des domaines tellement pointus que la hauteur de vue et la curiosité intellectuelle, ça me nuise dangereusement. Oui, enfin c'est pas... peut-être qu'il y a des effets générationnels. C'est-à-dire que les gens que j'admirais, c'était les grands historiens de l'école des Annales qui avaient fait des très grosses thèses sur des provinces françaises au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc il y a Emmanuel Leroy-Ladurie, paysan de Languedoc, il y avait Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis, et puis il y en a d'autres. Et la thèse d'histoire, c'était quand même un sacré pavé. Moi, je n'ai fait qu'un PhD, un doctorat anglais, donc c'est petit les doctorats anglais, hein, c'est 250-300 pages, pas plus, c'est autre chose. Mais où on pense les gens pensent par livre. Et c'est vrai que la parcellisation a amené à penser par article. En fait, uniquement. Moi, j'ai fait un article dans les Annales, qui était un extrait de ma thèse, en fait. Et d'ailleurs, ma thèse elle-même n'est pas très réussie au ce sens de truc collectif. C'est une collection d'exercices techniques, statistiques, sur les 18e, début 19e siècle. Mais voilà, l'autre jour, je crois, je ne sais plus quand, j'étais dans le jury d'une soutenance de thèse d'économie. Et j'ai entendu les gens avec une certaine curiosité. J'étais surpris de dire cette thèse est quand même très, très étonnante maintenant parce que c'est une thèse livre en fait. Voilà. Parce que maintenant, ce qu'on fait une thèse, c'est des collections d'articles en fait. Donc une sorte de parcellisation. Mais honnêtement, je n'ai pas réfléchi sur ces questions. Vous parliez de l'origine des systèmes familiaux, mais l'origine des systèmes familiaux, ça n'est quand même qu'une variable. Hein. C'est la famille, mais partout. Et ce qui est plus caractéristique de mon parcours, c'est que j'ai quand même abordé tous les champs. En fait, à la base, je suis historien, spécialiste structure familiale, j'ai fait énormément d'anthropologie. Donc l'anthropologie est une sorte de deuxième discipline. Mais ça n'est pas un deuxième métier, car je n'ai pas fait d'anthropologie de terrain. Je dirais que le seul peuple étrange que j'ai observé de près, c'est les types de Cambridge. Vous voyez, ils sont quand même assez différents, à mon époque. Et je pense qu'ils le sont toujours. Mais en fait, comme j'avais fait Sciences Po en même temps que ma licence d'histoire, Sciences Po m'a forcé à faire de l'économie, de la sociologie. J'avais un très bon prof de socio, Henri Mindras, qui m'a bien aidé ensuite d'ailleurs. Sciences politiques, c'est pas un gros acquis parce que honnêtement la science politique française, à mon époque, c'était pas le top du top. Hein. Enfin, ça existait. Et donc en fait, si vous prenez un bouquin comme Où en sommes-nous, bon, vous allez avoir le champ. Il y a beaucoup de champs qui sont couverts. Il n'y a pas que la famille, mais peut-être c'est les accidents de la formation. Et quand même, j'ai écrit l'illusion économique. Moi, je trouve, ça a été écrit, je ne sais plus quand, dans la deuxième moitié des années 90.
honnêtement, quand on le lit aujourd'hui, comme analyse économique, c'était pas trop nul. Hein. Honnêtement, je le relis et je me dis, waouh. C'est l'âge, il ne faut pas m'en vouloir. Je veux dire, parce que le fond de mon attitude dans l'existence, c'est que si on m'avait dit quand j'étais tout petit que j'allais être autant faire, je l'aurais pas cru. Je suis juste trop content de ce que j'ai fait, en fait. Mais j'ai vu une espèce de confirmation de votre analyse d'Academia, donc dans Où en sommes-nous, avec l'interview de Marcel Gauchet là, cette semaine dans l'Obs, parce que vous savez que la revue Le Débat disparaît, s'arrête, s'achève. Et il explique qu'en fait l'idée d'une revue intellectuelle généraliste a perdu son sens aujourd'hui, et il retombe sur vos conclusions en disant que finalement les élites, et les élites politiques évidemment, sont un culte. On retombe sur cette idée que oui, effectivement, votre analyse est confirmée d'une certaine façon, mais par un autre biais. Ah oui, mais l'un des trucs que j'aimerais comprendre dans la vie, c'est pourquoi je suis si souvent d'accord avec Marcel Gauchet. Parce que, non mais vraiment. Maintenant ça va, mais... Comment ? Maintenant ça va, mais il y a une période c'était moins... Ah non, non, vraiment. Parce que, non mais sur les... Et d'ailleurs tout le monde m'attribue sa phrase sur la fracture sociale. Donc, ça veut dire que les gens confondent quand même. Et sur l'analyse de la société, puis c'est l'un des rares intellectuels français qui s'intéresse aux questions économiques. Il peut parler d'économie s'il veut, je sais. On avait fait pour le débat... dans 2 numéros, un truc sur le protectionnisme, etc. Et ça me fascine. Je ne dis pas du tout que je suis d'accord pour tout avec lui, mais c'est vraiment très intéressant parce que ça montre à quel point les trajectoires et les formations ne sont pas tout. Parce que Gauchet, il vient de... C'est un véritable... lui, il a vraiment du mérite, en ce sens qu'il vient de milieux populaires... il a fait de la philo, puis s'est intéressé à la psychiatrie. Oui, c'est comme ça. Moi, je suis un héritier culturel super lourd. Ça peut être aussi un handicap. Hein. Mais j'ai pas dit que c'était génial. Hein. Je veux dire, mais je peux. Vous voyez, j'ai fait de l'histoire. J'ai un lien avec l'Angleterre. En Angleterre, moi, ma famille m'a appris à mépriser la philosophie française comme c'est pas possible. Donc, en fait, en termes de trajectoire, avec Gauchet, on n'a rien de commun. Et on est si souvent d'accord, c'est juste drôle. Quoi. Qui m'expliquera ça ? Vous voyez que l'individu est libre, en fait. Certains. Certains. Oui, oui. Oui, enfin, nous deux. Oui, c'est ça. Alors oui, d'accord avec Gauchet. Non, mais politiquement, on n'est pas exactement au même endroit, hein, quand même. Oui, d'accord. Mais en fait, il y a quand même la même idée qui revient de cette idée. C'est un terme qu'on emploie dès qu'on le prononce, on se fait taxer de populiste. Mais enfin, quand on parle des élites, comme vous en avez parlé, comme lui en parle dans cette interview, alors que chaque pays produit des élites, c'est nécessaire aussi. Mais c'est la façon dont vous présentez cet épuisement intellectuel petit à petit, notamment dans Où en sommes-nous, pardon, pour montrer que voilà, on a atteint une espèce de plateau. Ça a été plutôt aux États-Unis parce qu'il y a une espèce de temps de retard pour nous, qui fait que progressivement on est sorti de cette idée d'un intellectuel. Alors, il y avait l'intellectuel sartrien, il y a eu l'intellectuel foucaldien, mais là, on a l'impression que c'est plus du tout une question d'intellectuel, c'est simplement une question d'experts. Et ces experts se coupent du reste de la population et que ces élites, finalement, se détachent du reste de la population. Et on voit qu'effectivement, toutes vos analyses sont confirmées. On arrive à une stagnation du diplôme, on arrive à une démonétisation du diplôme. Et l'intelligence qui devrait être celle des élites devient celle de franges plus populaires. Et les élites, c'est 2 choses. Il y a les élites au sens d'intellectuels, des gens qui écrivent des choses compliquées et savantes, présentant un certain degré de technicité. Et puis, il y a les élites au sens plus massif de gens qui ont eu une éducation supérieure. Moi, ce que j'avais mis en évidence, c'était déjà une thèse qui était dans l'illusion économique, en fait, sur la nouvelle stratification de la société par l'éducation supérieure. Pour moi, honnêtement, les élites au sens de la technicité, je ne sais pas tellement si ça a changé, parce que par éducation familiale, j'ai toujours pas pu supporter Foucault,
Bourdieu m'a toujours fait rigoler. Et quand j'étais petit, vous voyez, Sartre, qui était un copain de mon grand-père, Paul Nizan, a été témoin au mariage de mes parents et j'ai toujours refusé de le voir parce qu'il ne m'intéressait pas. Donc, si vous voulez, mon attitude vis-à-vis des élites françaises qui étaient censées être bien confirmées, je veux dire, elle a toujours été négative. Donc, cela, je les laisse de côté. Je ne sais pas tellement comment ils ont tourné, mais comme je trouvais qu'ils étaient nuls avant, ça ne peut pas faire de différence. Voilà. Mais en ce qui concerne, par contre, la grosse surprise de mon existence, c'est de voir à quel point l'émergence dans les plus jeunes générations, mais ça fait aux États-Unis, c'est tout le monde maintenant, parce que ça a commencé en 65, peut-être d'un tiers de la population, plus en théorie maintenant, mais qui fait des études supérieures, on aurait pu s'attendre à ce que ça produise un niveau de conscience supérieur, que ça corresponde à un acquis supplémentaire, de la même façon que le fait d'apprendre à lire et écrire avait transformé psychologiquement les gens, les rendre plus intérieurs, plus vulnérables à l'idéologie aussi, mais vraiment différents, protestants, communistes, enfin, agités, dans un sens qui peut être positif. Mais là, ce qui apparaît avec le temps, c'est que le développement de l'éducation supérieure a surtout produit une sorte de caste tiers supérieur de la société, se pensant différent du reste de l'humanité, se pensant supérieur, et surtout, je fais partie de ce monde, c'est mon monde, hein, donc il ne faut pas le prendre mal. Hein. C'est le monde des gens sans doute qui sont dans cette salle largement. Enfin, donc mais c'est juste, c'est de l'analyse, voilà. C'est pas personnel. Et ce monde comment dire, c'est défini comme égoïste et méprisant vis-à-vis des catégories inférieures et nullement supérieur intellectuellement. Vous voyez, et c'est devenu, j'expliquais l'explosion du système politique par l'émergence, l'explosion des idéologies, par ce clivage social nouveau, mais ça se vérifie de plus en plus. On peut l'appliquer à plein de champs. Vous voyez, par exemple, au moment des Gilets jaunes, alors c'est vrai que l'ensemble, 70% de la population était favorable aux Gilets jaunes, mais on a bien senti dans les attitudes des profs, par exemple, par rapport aux Gilets jaunes, que c'est pas des gens comme nous, quand même, ils n'ont pas fait d'études supérieures. Et donc, c'est les élites de masse, moi, qui me préoccupent. Vous voyez ? C'est d'autant plus... Je pense que la vérité de la situation, c'est... on revient sur cette question de l'individualisme, qui est la grande question. Donc, on est... enfin, moi, le cycle, ce que j'aurais vu dans ma vie est tout à fait stupéfiant, puisque, bien entendu, j'ai été un lanceur de pavés maladroit en 1928. J'ai touché les manifestants du premier rang. Mais j'étais provincial, j'avais des excuses. Hein. J'arrivais sans entraînement. Et donc, et puis c'était l'individu, on allait être libre, liberté sexuelle, on avait le droit de raconter n'importe quoi, et on le faisait. Hein. Puis ça s'est développé, l'éducation supérieure, et on arrive en fin de parcours avec des gens qui, dans certains secteurs délimités, pensent tous la même chose, on n'a plus le droit de rien dire. C'est quand même assez stupéfiant. Moi, je commence à avoir peur de m'exprimer. Comme je n'ai jamais eu peur du temps des idéologies. Enfin, c'est vraiment... et d'ailleurs, je ne dirais pas sur quoi, car j'ai trop peur. Voilà. Et donc, mais je crois que le problème, c'est que on n'avait pas la bonne représentation de ce qu'est l'individu. Donc, partons d'un exemple simple et qui ne nous est pas trop proche. Partons de l'Athènes classique, au 5e siècle. Là, je veux dire, vous avez le théâtre, la pensée politique, etc. Vous voyez des individus absolus, spectaculaires à Athènes, hein, et dans lequel on a tendance à voir le début de la modernité occidentale. Mais Athènes, ce n'était pas que des individus, c'était un sentiment collectif de la cité phénoménal.
Et donc, ce qu'on avait en départ, la vérité de l'individualisme, c'est l'individu fort dans une collectivité forte. Et bizarrement, c'est la collectivité, le sentiment qu'on en tire d'incarner plus que soi, qui vous donne la force d'être pleinement un individu. Et l'individualisme récent, il a été de pair avec un effondrement du sentiment d'être collectif, que ce collectif soit la cité élargie, c'est-à-dire la nation, ou que ça soit le sentiment de classe, le sentiment religieux, le sentiment idéologique politique, quel qu'il soit. Et donc on a cru voir disparaître toutes les barrières à l'épanouissement de l'individu. Et ce qu'on a obtenu, ce n'est pas du tout un individu très fort. Ce qu'on a obtenu, c'était un tout petit machin isolé dans son bois, qui est beaucoup moins que l'individu de l'époque des grandes croyances collectives. Oui, je crois que c'est ça que j'ai vécu dans ma génération. Et en fait, c'est cet individu. Donc on devait avoir l'individu roi, et donc on a eu l'individu nain. Et évidemment, le règne de l'individu nain, il est particulièrement violent, mais on doit le trouver dans toutes les classes. Mais donc vous avez de l'individu nain qui a été frappé, qui a été fabriqué en masse avec éducation supérieure. C'est un peu abstrait, hein? Et non? Ça vous parle? Vous reconnaissez? Moi non, mais plein d'autres, oui. Oui. Ce qui est intéressant dans ce livre d'entretien, donc Éloge de l'empirisme, c'est aussi de revenir sur votre méthode. Alors effectivement, j'ai parlé des données et des variables et des constantes, mais il y a aussi une forme d'intuition, c'est-à-dire que dans plusieurs endroits, la même impression revient pour le lecteur, mais vous l'exprimez clairement, c'est que vous sentez quelque chose, vous sentez qu'il y a une concordance possible, qu'il peut y avoir un lien entre quelque chose, et puis même d'un point de vue, votre rapport à l'histoire est assez presque charnel. Je vais vous donner l'exemple de... C'est le mot qui me venait à l'esprit, en fait, c'est marrant, et vous l'avez prononcé à ce moment-là. Bah oui, je pensais à cette visite du Cairn là, en Bretagne, où vous dites « j'ai vu des hommes du néolithique ». Comment ça s'explique, ça? Mais il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que l'intuition... Alors, pour moi, avoir des idées, c'est penser de travers. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des gens intelligents, il y a des gens très intelligents, il y a des cerveaux qui tournent très vite. Je connais pas mal de gens autour de moi qui ont des cerveaux qui tournent beaucoup plus vite que le mien, sans aucun problème. Je ne donne pas de nom. Mais faire de la recherche, c'est pas juste ça. C'est aussi... J'irai pas jusqu'à dire que c'est avoir de petits AVC et de petits accidents cardiovasculaires qui vous font réorganiser ce que vous avez dans le cerveau, mais les idées, les coïncidences qu'on observe, c'est des télescopas, c'est tout d'un coup, on pense de travers et on voit quelque chose. Moi, par exemple, je m'excuse pour ce mode nostalgique, dépressif, mais c'est l'âge, c'est la retraite, hein. Moi, j'ai remarqué que toutes mes bonnes idées, je l'avais quand je faisais des accès dépressifs. Vraiment? Ça en fait des bonnes idées. Hein. Voilà. Bonjour le tempérament. Hein. Mais non, parce qu'en fait, c'est quand on est désorganisé psychiquement qu'on recadre et qu'on remet les choses autrement. Oui, donc pour une part, pour moi, je pense, mais peut-être pour d'autres, c'est autre chose. Enfin, vous voyez. Mais pour moi, avoir une idée, c'est avoir une dysfonction cérébrale, en fait. Je pense que d'ailleurs, j'ai l'impression de décrire en négatif le problème de nos élites dirigeantes politiques, qui ont été recrutées pour ne pas avoir ce genre de dysfonction, et donc qui n'ont aucune idée. Vous voyez, c'est le problème des concours, en fait. C'est le problème des concours. Si vous ne recrutez que des êtres parfaits... Évidemment, je suis en train de prêcher pour ma paroisse. En fait, je suis en train de dire que je suis formidable parce que j'ai le cerveau qui dysfonctionne. Je ne sais pas si je vais arriver à tenir ça jusqu'au bout. Mais quand même, je veux dire, la perfection dans le concours,
la recherche de la perfection, c'est la recherche de la mort de l'esprit, d'une certaine façon. Je veux dire, il faut penser de travers. Donc ça, c'est une chose. Alors, en ce qui concerne l'histoire, ça, je ne sais pas. C'est le mystère. J'ai toujours voulu être historien. Je ne peux pas expliquer. C'est quand j'étais petit, je voulais être historien. J'ai une émotion. Longtemps, j'ai pas pu aller, ou j'ai pas eu de plaisir à aller aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas d'histoire incarnée dans la nature. Vous voyez, la nature pure, on dit les paysages américains, c'est formidable. Moi, la nature sans histoire, pour moi, le suprême de la beauté dans un paysage, c'est le Massif central. Vous voyez, où vous avez une nature. Et puis vous sentez des millénaires de travail des hommes. Je ne peux pas expliquer, c'est mon truc. Peut-être c'est une personnalité régressive. Enfin, c'est un truc, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça. J'en connais, oui. Vous voyez, donc sentir que d'autres ont... L'image du cairn de Gavrini, c'était... mais la grotte de Lascaux aussi. Dans mon cas, c'était Lascaux 2, ni 1 ni 3. M'a fait un effet du même genre, mais les paysages agraires, quand je vois des terrasses, des cultures en terrasse abandonnées dans les Cévennes, ou des trucs comme ça, je ne peux pas expliquer, comme ça. C'est la trace de l'humain, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est la définition de l'histoire selon Marc Bloch. Hein, c'est l'homme, quoi. C'est vraiment. Oui, mais comme vous le dites, les statistiques, les chiffres, les données, tout ça, c'est de l'humain. Ah, c'est ça. Alors ça, c'est ce que j'ai appris en démographie historique en 2 étapes. J'en parle dans le bouquin d'ailleurs. Je suis arrivé, quand j'étais en fac, comme je faisais Sciences Po, histoire en même temps, j'étais à la recherche d'unités de valeur qui ne me prennent pas trop de temps, pour gagner du temps, parce qu'il y a beaucoup de travail quand même. Donc, comme j'avais fait ce qu'on appelait C, enfin l'équivalent de Math-LM, voilà, j'étais bon en maths, ben, j'avais intérêt, dès qu'il y avait des maths, j'avais intérêt à y aller parce que j'allais surperformer en histoire par rapport aux autres. Hein, c'est pas le principe d'économie. Et donc, je m'étais inscrit en démographie historique parce que j'avais vu qu'il y avait des maths. Et là, par hasard, je suis tombé les cours de Jacques Dupaquier qui arrivait avec des paquets de listes d'habitants du XVIIIe siècle, avec leurs noms, et qui les faisait vivre. Je me dis, c'est un truc incroyable. Voilà. Et puis ensuite, Laslett, mon directeur de thèse à Cambridge, m'a aussi montré la même chose. On prend une liste d'habitants, on voit des noms, on voit des familles, et en fait, les premières statistiques que j'ai construites et utilisées vraiment, c'est des statistiques que j'ai construites moi-même à partir de listes de gens qui avaient des noms. Vous voyez, c'est à peu près le contraire de l'indice des prix de l'INSEE, pour lequel j'ai une affection discutable. Voilà. Vous voyez, vous avez d'un côté des chiffres économiques qui ne renvoient à rien et qui sont synthétisés en un magma qui aveugle la société sur le web. Et puis d'un autre côté, vous avez Et puis quand on a fabriqué soi-même des statistiques à partir de listes d'habitants ou d'autres choses, puis si on compare des listes d'habitants, on peut mesurer le nombre de gens qui sont mobiles, on peut voir si c'est les hommes ou les femmes qui s'en vont, enfin on peut reconstituer la vie des gens. En fait, on se rend compte que les statistiques, il n'y a pas... ça, c'est un truc avec lequel j'étais vraiment d'accord avec mon collègue Hervé Lebras, avec qui j'ai fait 2 livres quand même, c'est que la statistique, ça n'existe pas en soi, c'est des façons de regarder la réalité. Donc pour décrire la même chose, il y aura plusieurs indicateurs. Et c'est objectif, mais ça n'est pas qu'objectif. Et donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance de démarrer dans la statistique par la construction de statistiques à partir de données individuelles, réelles, etc. Mais alors là, vous êtes jeune retraité de l'INED et c'est un mot qui n'a pas vraiment de sens dans votre cas et dans le cas des chercheurs en général. Retraité? Si, c'est un sens terrible. Oui. Pour la recherche aussi? Il n'y a pas de retraite pour ça? Je sais pas. Je pense que je continue à travailler et beaucoup, mais l'esprit est différent. C'est-à-dire que
quand on fait de la recherche, les recherches que j'ai faites, j'avais une vraie passion. Enfin, je pense que c'est un truc que les gens ne voient pas toujours. J'ai été un énorme bosseur. Si les gens savaient la quantité de travail, parce que c'est très bien de dire je vais faire un peu d'économie, je vais faire de la démographie, de l'anthropologie, de l'économie, et travailler sur les structures familiales dans tous les pays du monde, mais il faut voir ce que ça représente dans la vie concrète en termes de quantité de travail. C'est juste monstrueux, en fait. C'est une vie pourrie, en fait. Pour les autres. Aussi pour les autres. Mais au final, peut-être aussi, c'est une vie pas pourrie, mais rendue partielle. En fait, je ne sais pas comment dire. Comme si on procédait à une ablation dans le domaine humain. Par ailleurs, du coup, je me suis perdu dans ce que je racontais, parce que là, on arrive à la vérité de la vérité. Donc, Mais oui, on parlait de la retraite. Oui, et donc, mais quand on fait de la recherche et quand on est... je veux dire, on fait de la recherche parce que ça vous passionne, mais il y a aussi un truc qui s'appelle l'ambition individuelle et sociale, et on veut arriver à quelque chose, et on veut que ça se sache. Vous voyez, on veut montrer qu'on est le plus fort. Ou en tout cas qu'on a... Vous voyez, donc il y a une dimension d'ambition. Et qui d'ailleurs pousse au travail, force à conclure, force à publier, etc. Et quand on est retraité, et qu'on a une quinzaine de bouquins comme moi, dont j'ai déjà exprimé mon autosatisfaction, dont je vous prie de m'excuser, en fait, je me marre parce que je reparle à Strasbourg, mais le dernier truc que j'ai fait, c'était à Strasbourg, et après, je me suis effondré, j'ai fait un burn-out et j'ai annulé tout ce que je vais faire. Donc, c'est comme si je m'étais endormi à Strasbourg et réveillé à Strasbourg. Vous voyez ? Donc, et en plus, ma petite dernière est venue en vacances à Strasbourg pendant l'été, donc je ne sais pas. Voilà. Il y a un truc. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Mais donc maintenant, il y a ce truc d'ambition, etc. Puis on est, comme j'ai content. Et puis quand on atteint l'âge de la retraite, d'abord on voit bien qu'il y a toutes sortes de choses sur le présent, le futur immédiat. On commence un peu à perdre prise. C'est-à-dire que je sais que ce n'est pas du tout l'esprit de l'époque de dire qu'on vieillit. Hein, maintenant, on est toujours jeune. Hein, et maintenant, avoir 69 ans en 2020, c'est rien du tout. C'était super dur en 1900, mais maintenant, c'est super génial. On est toujours jeune. Je ne suis pas du tout de cette école. Hein, je veux dire, je vois bien que j'ai le cerveau qui ralentit. Maintenant, je suis forcé de faire des fiches beaucoup plus détaillées parce que ma mémoire flanche, alors qu'avant, j'avais une mémoire incroyable, photographique. Voilà, donc il y a ça. Et puis, donc on voit bien que rester performant au plus haut niveau dans le domaine de la recherche. Donc, il y a eu une phase intermédiaire où le métier compense l'affaiblissement du cerveau. On devient... J'ai des fils chercheurs, donc j'ai vu qu'à un moment donné, où j'étais encore à leur niveau par métier, mais c'est fini. Et puis, il y a le fait que, en fait, pour la variable ambition, on s'en fout. Et donc, faire de la recherche retraitée, c'est juste pour le plaisir. Et si j'arrive à en tirer un livre, super. Et si j'arrive pas à en tirer un livre, je m'en fous. C'est assez différent comme esprit. Ouais. C'est beaucoup plus agréable. Oui, mais il y a aussi... Alors voilà, je suis en retraite, j'ai 69 ans, j'ai une œuvre derrière moi, mais je commence à m'intéresser au néolithique, mais comme je n'y connais rien, à 69 ans, je redeviens étudiant. Oui, j'ai pas dit que j'étais nul. Hein. Non, mais il y a encore il y a de la ressource, voilà. Oui, mais il doit y avoir des logiques profondes. D'abord, il y a des questions auxquelles je devais répondre parce qu'il y a des choses pour lesquelles je n'étais pas trop sûr pour l'origine des systèmes familiaux. C'est vrai que l'arrivée du néolithique en Europe, j'avais traité ça un peu rapidement. Donc, il y a des questions... Voilà. Puis là,
je suis tombé par hasard sur ces analyses de la patrilocalité ou la matrilocalité par le rapport entre deux isotopes du strontium dans l'émail des dents, des squelettes qu'on retrouve de diverses époques. C'est passionnant, c'est des techniques nouvelles, ça progresse très très vite. Idéologiquement, on tourne en rond, hein, en France, en monde occidental. Mais sur le plan, il y a quelques champs de l'histoire ou la préhistoire où ça avance très vite. C'est formidable, hein, c'est vraiment intéressant. Et donc, je me suis mis là-dedans. Je me suis mis à travailler un peu plus intensément par accident à cause du confinement. Je pense que tout le monde a dû s'occuper pendant le confinement. Hein, donc, quand on est chercheur, c'est quand même un avantage, hein, de pouvoir faire la recherche. Mais encore une fois, il n'y a pas... je travaille moins quand même si ça reste beaucoup. Et honnêtement, si je ne trouve pas, si je ne termine pas, c'est pas grave. Vous voyez ? Pour moi, le retraité, vous voyez, je vous dis ce que c'est qu'un retraité. C'est un mec qui a une carte senior plus et qui a des enfants, des petits-enfants, qui peut toujours faire des choses intéressantes dans son métier s'il est chercheur. Mais pour moi, le bonheur d'être retraité, c'est de pouvoir toujours faire passer la lecture d'un article ou d'un bouquin après autre chose. Vous voyez ? Et si, voyez, autrefois, je pensais vraiment que faire la vaisselle, je faisais la vaisselle, hein, mais c'était une souffrance. Ah, moi, j'en suis encore là. Hein. Oui, mais parce que vous avez sans doute des choses importantes intellectuellement et socialement à faire. Oui. Vous voyez, moi, j'avais mon œuvre. Oui. Et donc, tout temps pris à faire les courses ou à faire la vaisselle, hein, ou à utiliser la machine à laver, était une angoisse existentielle. Et maintenant, plus du tout. Bon, on restera sur la vaisselle et la machine à laver. Merci beaucoup, Emmanuel Todd. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ouais. On retrouve Emmanuel